120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI. Avec aujourd'hui Raja Sept El Amri que nous recevons au Studio 1. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Raja, vous êtes l'autrice et la fondatrice d'un projet, l'autrice d'un ouvrage intitulé « 10 mamans, 10 papas, qu'est-ce que le consentement ?» et fondatrice d'un projet plus vaste que vous allez nous présenter. Oui, alors 10 mamans, 10 papas, c'est le nom du projet dans sa globalité. C'est un projet visant à produire des outils permettant aux parents et aux professionnels de l'éducation d'aborder et de sensibiliser leurs enfants sur des thématiques précises. Le premier livre et la première thématique, c'est le consentement. Puis il y a beaucoup d'autres thématiques qui vont être abordées dans chaque livre. Et on propose, il y a une partie livre, il y a une partie événements, ateliers, workshops qu'on propose aussi gratuitement. Et puis il y a une autre partie qui est plus la communication digitale, la sensibilisation à travers les réseaux. Très bien. Et il s'agit d'un projet qui fait ses tout premiers pas. Vous allez prochainement présenter cet ouvrage. Exactement. En fait, on a lancé le projet, on a fait une première partie du lancement lors de la Foire internationale du livre de l'Kram, donc il y a à peu près un mois. Et puis, le premier, on a un événement de lancement dans la librairie El Kitab pour présenter le projet au public. C'est à 10h30, sauf erreur de ma part. On va présenter le projet au public, on va signer pour les personnes qui souhaitent qu'on signe ou qu'on écrive un petit mot. Et puis, les gens aussi peuvent venir le découvrir et l'acheter, nous poser des questions, échanger avec l'équipe, etc. Et vous aviez eu d'ailleurs un atelier en 2024 avec des enfants dans le même lieu. Oui, exactement. En fait, on propose énormément d'ateliers en lien avec différentes thématiques. Ça dépend de la structure qui nous contacte, mais nos ateliers ont plusieurs spécificités. Déjà, ils s'adressent à tous les enfants, indépendamment de leur capacité financière, parce qu'ils sont gratuits, et on essaye de les faire non pas que à Tunis, on a fait à Haïhlel, on essaye de se déplacer Fik Belli, Fik Ebes, on essaye vraiment d'être inclusif dans les ateliers, et aussi les ateliers, ils n'ont pas pour vocation d'amuser les enfants, ils ont pour vocation de les éduquer, de leur apprendre. Et c'est des ateliers parfois parents-enfants sur des thématiques souvent pas très sympas à aborder, telles que le consentement, mais qu'on aborde de manière ludique, de manière créative et puis aussi différente, parfois par le cinéma, parfois par le dessin, par le théâtre, par la confection, etc. Alors ce livre que je tiens entre les mains, qui s'intitule « 10 mamans, 10 papas, qu'est-ce que le consentement ?» pour vous, c'est d'abord un acte d'engagement. Exactement. En fait, les données à l'international, il y a aussi des nouvelles données en Tunisie, sont assez alarmantes concernant la sécurité et l'intégrité physique des enfants. Un enfant sur 10 en France est victime de violences sexuelles intrafamiliales. En Tunisie, les données ne sont pas très très éloignées. Et le problème, c'est que ces violences-là sont alimentées et sont facilitées par un tabou ambiant qu'on essaye d'éparpiller, et puis surtout on essaye de donner aux parents les moyens de protéger leurs enfants contre les violences sexuelles, mais pas que, les violences physiques, les violences verbales, etc. Et par ailleurs, ce travail est celui de toute une équipe d'ailleurs que vous citez nommément. Exactement. En fait, 10 mamans, 10 papas, initialement c'était un tout petit projet, c'était mon idée, puis après on a discuté avec une pédopsychiatre, Dr Dija Bouzraïa Bakbak, qui m'a donné vraiment, qui a fait toute la validation scientifique du texte et de l'image pour qu'il soit adapté à nos caractéristiques socioculturelles en Tunisie. Et puis après, il y a eu l'illustratrice, Malek Gerbi. Et puis après, j'ai signé en maison d'édition avec Pop Libris. Et ça a pris l'équipe s'est agrandie parce qu'on s'est rendu compte que c'était un livre unique en Tunisie, en Afrique et au Moyen-Orient. Donc, la demande existait. Il y avait un besoin de pouvoir aider les parents, accompagner les parents dans la discussion de ce genre de sujet tabou. Et puis, pour pouvoir atteindre cet objectif, il fallait qu'on fasse quelque chose de complet, quelque chose de pertinent, quelque chose de réfléchi, qu'on pense absolument à tous les aspects. Et pour ça, je ne pouvais absolument pas le faire seule. Toute l'équipe s'est mobilisée. On a construit l'équipe brique par brique. Et puis, toute l'équipe est citée dans le livre parce que je ne serais rien. Et ce projet qui a pour objectif d'aider les enfants à incarner un avenir meilleur pour eux et pour leur pays, il ne sera rien. Il n'aurait rien été et puis il n'aurait pas abouti sans mon équipe. Alors, ce livre, en quoi est-il unique ? Alors, il y a plusieurs aspects du livre qui le rendent unique. Déjà, c'est un livre 100% tunisien. Quand on dit 100% tunisien, on parle des feuilles, de l'illustratrice, de tous les éléments, même les éléments visuels, le texte, les traducteurs qui ont fait la version tunisienne, la version braille, etc. Tout est tunisien. Ensuite, il est 100% inclusif. Et ça, on a vraiment insisté sur l'inclusivité. 100% inclusif, ça veut dire que le livre, dans sa première édition, donc le livre actuellement, le premier livre est disponible en tunisien, derja, en français et en anglais, donc à l'écrit. Ensuite, on a la langue des signes tunisienne,
en collaboration avec la faculté des sciences humaines de Tunis El Manar. On a aussi le livre en braille, donc c'est un livre disponible pour la communauté non et malvoyante. On a le livre en livre audio dans les 3 langues, donc quelles que soient les capacités cognitives ou linguistiques des enfants, ce livre est accessible, des enfants ou de leurs parents. Et en plus, il est accessible financièrement et régionalement, donc il est disponible dans tout le territoire tunisien, l'ensemble du territoire tunisien, dans le circuit de vente. Et puis aussi, on a fait un circuit de distribution gratuit ou quasi gratuit à travers les associations. On met à disposition nos livres d'organismes publics ou associatifs, etc. Là, typiquement, le livre est dispo à l'hôpital de Razi. Il sera dispo dans des associations, etc. Et d'ailleurs, s'il y a des associations qui nous écoutent ou des organismes publics qui souhaitent acquérir le livre pour les enfants avec qui ils échangent, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter, nous dire que voilà, vous voulez une copie du livre gratuitement ou quasi gratuitement. Notre travail, c'est de faire parvenir ce livre, le fruit de 3 ans de travail, pour vos enfants. Le livre s'intitule « 10 mamans, 10 papas, qu'est-ce que le consentement ?» et il s'ouvre sur un guide de lecture qui est signé par une pédopsychiatre. Exactement. En fait, le consentement est un sujet extrêmement vaste et extrêmement tabou. C'est pas pour rien qu'il n'existe pas d'autres livres du genre ici et que les livres existants à l'étranger ne conviennent pas à nos caractéristiques socioculturelles. Et en fait, ce livre, il traite de beaucoup de choses. Il traite de la capacité à dire non, la capacité à respecter le nom d'autrui. Il apprend aussi à identifier une personne de confiance, comment réagir quand on est mal à l'aise, comment dire non à aux attouchements, etc. Il définit les termes d'attouchement. Et en fait, ces termes-là sont très compliqués. Et nous, on ne voulait pas bypasser les parents, on ne voulait pas transmettre une information directe aux enfants parce que le sujet est sensible. Et dans cette optique, dès le départ, le livre est orienté pour les parents. Et dès le départ, dès que le parent ouvre le livre, il y a un guide qui lui dit voilà, chers parents, voilà ce qu'on va traiter. Il y a 2 termes qui sont compliqués. Vous pouvez ne pas les utiliser et les remplacer par X et Y termes ou ce que vous utilisez déjà à la maison. N'hésitez pas à prendre votre temps dans la lecture. Vous pouvez diviser la lecture en plusieurs parties. Et puis, voilà, si vous avez un enfant à partir de 3 ans, c'est adapté. Moi, on vous déconseille. Donc, c'est un guide qui permet aux parents de savoir, avant d'ouvrir le livre, de savoir ce qu'il y aura à l'intérieur et d'avoir un total contrôle sur la discussion avec l'enfant sur cette thématique qui est très sensible. Voilà, et donc il y a même des propositions de vocabulaire. Tout à fait. Et le vocabulaire est extrêmement important. Dans les livres qui parlent de consentement et d'attouchement à l'étranger, et la science recommande d'utiliser les termes scientifiques pour désigner typiquement les parties intimes. Sauf que la science, c'est quelque chose, puis la réalité, c'est autre chose. En Tunisie, on n'est pas habitué à utiliser les termes scientifiques pour parler de ces parties-là. Et du coup, nous, on a voulu respecter ça. Alors oui, on sait que la science nous recommande ça, donc on l'a indiqué dans le guide. On a dit scientifiquement, il est recommandé d'utiliser les noms anatomiques de ces parties. Par contre, on ne va pas se substituer à vos désirs et puis surtout au rythme de votre enfant. Voilà, on vous recommande d'utiliser tel et tel et tel terme. Et là, typiquement pour les parties intimes, on dit on vous recommande d'utiliser le terme que vous utilisez déjà usuellement au quotidien. Très bien. Alors, le livre s'ouvre sur un guide de lecture qui est suivi par une histoire. Et cette histoire, c'est celle de Salima, maman, papa et Heidi qui jouent au ballon au parc Habib Fem, et ça commence comme ça. Ça commence comme ça. En fait, l'histoire a été réfléchie en profondeur, sur plusieurs éléments. Déjà, chaque livre va avoir lieu dans un gouvernorat. Pardon, j'avais pas le mot en français. Donc ça va avoir lieu dans un gouvernorat et il va représenter les caractéristiques de ce gouvernorat. Typiquement, le prochain livre, La diversité, il va avoir lieu Fisfax, donc à Sfax, et on parlera typiquement de la charmoula, comme plat atypique. Bon, le premier livre, du coup, on a voulu commencer par Tunis. On a voulu commencer par le parc Habib Themer et tous les éléments dans l'histoire sont un subtil équilibre entre représentation et déconstruction. On représente une vie auquel les enfants peuvent s'identifier, avec un décor auquel ils peuvent s'identifier, avec Mlewi, avec la pastèque, avec les animaux errants qu'il y a dans la rue, avec les femmes avec le sefseri qui passe, le monsieur qui vend le thé dans le parc Habib Themer, ce monsieur est absolument iconique, mais en même temps, on déconstruit certains éléments. Typiquement, on a remplacé la bouteille d'eau en plastique du pique-nique par une gourde.
Et ça, on le fait systématiquement. Autre chose, le chien errant qui s'appelle Heidi, c'était un chien qui était dans la rue et qu'ils ont adopté, qui est devenu membre de la famille. Et là, on déconstruit chez l'enfant ce rapport à l'animal qui n'est plus étranger, sale, mais qui est membre de la famille et l'animal protège et l'animal est là. Et puis, du coup, c'est vraiment un subtil mélange entre vraiment représentation et déconstruction parce que nos enfants, malheureusement, ne se retrouvent pas dans la littérature qu'on leur présente. La littérature qu'on présente ont des noms occidentaux, c'est des personnes blondes aux yeux bleus. Alors on a des blancs aux yeux bleus en Tunisie, mais les petites filles qui ont les cheveux très bouclés, potentiellement un monosourcil, elles n'ont pas de personnages dans leurs dessins animés qui leur ressemblent. Et ça, c'est à l'origine d'énormément de complexes, de problèmes d'identité, de vouloir ressembler ou de vouloir se lisser les cheveux, etc. Donc on a travaillé surtout la couleur de peau, les différentes variations en Tunisie. On a essayé de représenter la Tunisie telle qu'elle est. Et cela se fait à travers un texte, mais également à travers les illustrations. Oui, les illustrations étaient élaborées par l'artiste et l'illustratrice Melek Gerbi, qui est absolument talentueuse, avec qui on a travaillé d'abord des personas. Donc on a vraiment identifié ce qu'on voulait voir chez les parents, ce qu'on voulait voir comme caractéristiques, et après on les a construits petit à petit. Et Melek et moi, et toute l'équipe, on a eu beaucoup de mal à traiter du consentement, parce que pour avoir trouvé, je spoil un peu, mais pour avoir trouvé la métaphore de la bulle pour représenter l'espace personnel et la clé qui est le consentement, il a fallu vraiment qu'on travaille énormément, qu'on réfléchisse, et ces illustrations sont vraiment uniques. C'est pas des illustrations qu'on est habitué de voir, c'est vraiment une artiste. C'est pas, on a vraiment voulu donner énormément, on voulait que l'enfant, même s'il ne lit pas le livre parce que ses parents sont pas disponibles, par l'image, ils comprennent ce qui se passe. Est-ce qu'on peut parler d'un conte didactique ? Tout à fait, c'est totalement le but. Alors c'est un conte, c'est une colecture. Il faut savoir qu'à partir de... Ce livre est recommandé pour dès 3 ans, et à 3 ans, l'enfant ne lit pas. Jusqu'à 6-7 ans, il ne lit pas vraiment tout seul, et il y a pas mal de textes. Donc c'est un conte didactique, c'est un conte éducatif, instructif de sensibilisation, et il est fait pour être collu entre l'enfant et les parents, ou le professionnel de l'éducation, ou le professeur, etc. Très bien. Donc un livre qui s'ouvre d'abord sur un guide de lecture, oui. Guide de lecture suivi par un conte didactique. Exactement. Et nous basculons ensuite dans une région interactive de l'ouvrage. Exactement. Alors nous, on voulait un livre complet. Donc le guide, on l'a fait pour aider les parents à aborder le livre. L'histoire, on l'a faite. Puis après, on s'est dit, mais il faudrait qu'à la fin de chaque histoire, créer une activité interactive qui permette aux enfants de synthétiser ce qu'ils ont compris et puis aussi qui permette d'avoir un but pédagogique. Là, typiquement, l'activité pour ce livre précis, c'était maintenant que tu as compris le consentement, dessine-moi un moment où ton consentement n'a pas été respecté. Et l'objectif, c'était que l'enfant puisse se représenter, ça veut dire revenir en arrière et se dire « Ah, j'ai vécu X ou Y situation qui peut-être m'a dérangé, je vais l'identifier, je vais le présenter. » Et il faut savoir que le dessin est un outil de détection de violences subies par les enfants. Il y a des enfants qui s'expriment uniquement par le dessin quand ils subissent des violences parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer autrement et ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Petite anecdote concernant cette activité interactive, comme on vous a dit, on a lancé le livre, le livre a commencé à être commercialisé pendant la foire du livre. Et on a eu un retour de parents qui nous a extrêmement émus, qui nous a beaucoup touchés. Cette parent nous a confié avoir lu le livre avec sa fille, avec sa petite fille. Ils ont lu le livre et puis ils sont arrivés à l'activité interactive. Et puis la maman dessine un moment où ton consentement n'a pas été respecté. Et la petite fille lui a dit « Ah maman, je vais dessiner lorsqu'on est parti au hammam la dernière fois. » Et en fait, la petite fille a compris qu'au hammam, elle s'était sentie mal à l'aise à cause d'un mouvement de la dame qui travaille au hammam, et elle a réussi à se rendre compte que ça, c'était une partie c'était une partie de son consentement qui n'a pas été respectée. Elle a réussi à mettre des mots dessus et dessiner et le transmettre à sa mère. Et sa mère a été bouleversée, déjà parce qu'elle ne savait pas que sa petite fille n'en avait pas parlé, et elle s'est rendue compte que le livre lui a permis vraiment de comprendre ce que ça veut dire se sentir mal à l'aise et comment savoir oser parler des situations qui nous mettent mal à l'aise. Donc là, on a réussi notre objectif.
Nous sommes en compagnie de Raja Septa Al-Amri. Elle est autrice d'un ouvrage intitulé 10 mamans, 10 papas, qu'est-ce que le consentement? Et elle est également fondatrice de l'ensemble du projet qui va consister en la publication de plusieurs ouvrages de ce type. Nous avons feuilleté l'ouvrage ensemble et nous arrivons vers la fin du livre. Et là, vous proposez une liste de comportements à observer par les parents. Oui, alors c'est plus c'est comme un aide-mémoire. En fait, les parents connaissent très bien leurs enfants, on part du principe qu'ils les connaissent, mais parfois, l'enfant peut changer de comportement suite à une violence physique, psychologique ou sexuelle qu'il a subie. Nous, on dit, voilà, chers parents, il y a certains comportements qui peuvent indiquer si votre enfant a beaucoup de changements d'humeur, qu'il est très... On a fait une liste non exhaustive. Si vous constatez un de ces comportements nouveaux ou plusieurs de ces comportements, ouvrez l'œil. On ne dit pas que c'est grave, peut-être que c'est juste l'adolescence, ou peut-être c'est juste un événement du quotidien, mais ouvrez l'œil, et quand ils tournent la page, directement, une fois qu'ils ont ouvert les yeux, on leur met à disposition des ressources utiles, vous alliez y venir, et ces ressources utiles, c'est vraiment l'ensemble des associations, des numéros qu'on a trouvés à disposition et qu'on a testés, qui sont là pour aider dans le cadre de ces thématiques. Ça dépend, c'est-à-dire que les ressources utiles varient d'un livre à l'autre, d'un sujet à l'autre. Pour ce livre, on s'est concentré sur toutes les associations, organisations publiques, parapubliques, etc., qui œuvrent pour la protection des enfants ou la protection des personnes contre les violences sexuelles ou les violences physiques ou les violences morales. Et ce livre est validé donc par une pédopsychiatre, en l'occurrence Khadija Bouzraïa Bakbak. Exactement, Madame Khadija Bouzraïa Bakbak est vraiment notre consultante scientifique. C'est elle, on a fait une 40aine de corrections pour arriver à ce livre que vous avez entre les mains. Et c'est vraiment elle qui a chapeauté la validation scientifique du texte. Donc chaque mot utilisé a été étudié, vérifié, contrôlé, modifié, mais pas que les mots. La validation scientifique s'est faite aussi sur l'image. Typiquement, lors des premières illustrations, on avait dessiné des mains de personnages sans trop réfléchir aux mains. Et la doctoresse nous a dit, attention, les enfants, ça les effraie d'avoir des doigts, enfin pas 5 doigts. Vous devez vraiment faire attention à ce détail. Les yeux, pas trop globuleux, pas trop petits, il faut que ce soit équilibré, sinon ça leur fait peur. Et toutes ces ça c'était un exemple parmi plusieurs corrections qui ont été faites. Tout ça, ça a été chapeauté par cette doctoresse pour être sûr que notre projet soit adapté. On ne voulait pas offrir n'importe quoi aux parents, on voulait leur dire, voilà, nous on a travaillé, on vous met à disposition ça et on espère que ça va vous aider. C'est un premier ouvrage en fait pour cette collection 10 mamans, 10 papas. Oui. Est-ce que vous avez déjà avancé dans la suite? Oui, alors il y a 18 ouvrages, 18 livres qui sont déjà programmés. C'est des collections de 6 livres et entre chaque 6 livres on va créer un livre mystère, mais on en reparlera une autre fois. Et la première collection a déjà été déterminée, donc le premier livre c'est le consentement, le deuxième c'est la diversité, et puis ça va en binôme. C'est toujours un binôme relationnel, un binôme sociétal et un binôme environnemental. Donc premier binôme c'est diversité, consentement. Deuxième binôme, c'est corruption, patriotisme. Troisième binôme, c'est animaux errants et recyclage. Pour la collection d'après, on a déjà déterminé, il y aura mariage et divorce, il y aura biodiversité et la relation avec l'alimentation et la terre, et puis les 2 autres livres, on n'est pas encore statué dessus, etc., etc. Et il y aura autant de sujets à traiter que de sujets existants dans la société que les enfants peuvent observer. Il y en a énormément, et il faut vraiment qu'on pense à nos enfants et qu'on pense à leur fournir les explications du monde qui les entoure, parce que sinon, ils risquent d'aller chercher les informations là où on n'a pas vraiment envie qu'ils aillent chercher. Très bien. L'ouvrage se présente dans un format carré avec une 50aine de pages. Exactement. Et ça va être le cas pour tous les livres à venir. Alors, à peu près, oui. En tout cas, pour la première collection, on part sur ce format-là, avec cette illustratrice-là, avec le même format. Puis après, on n'est pas à l'abri de changements si le public présente des besoins spécifiques ou qu'il y a des choses qui reviennent. Mais là, les retours sont excellents. Notre accueil a été excellent lors de la Foire internationale du livre. Honnêtement, on s'attendait à un tout petit accueil parce que c'est un parmi les premiers livres pour enfants qui soit éducatif. D'habitude, les enfants, on leur offre des histoires, fantaisie, avec peut-être des fables pour le côté apprentissage de la vie, mais jamais quelque chose en mode guide, pédopsychiatrique, etc. Et ça a été très bien accueilli. Pour le moment, honnêtement, c'est quasi sans faute. On est vraiment, vraiment heureux et on remercie le public de nous avoir fait confiance jusque-là. Et éducatif également pour les parents, il faut le souligner. Ah oui, et ça c'est revenu, on a fait un bêta-test, c'était le premier du genre en Tunisie, qu'on le sache bien sûr, on a fait un bêta-test
avant de créer ce livre, donc quand on est arrivé presque à la phase d'impression, on l'a soumis à un public d'une quinzaine de personnes, issues de différents mondes et catégories socio-professionnelles, et on leur a dit voilà ce qu'on pense faire, voilà ce qu'on pense imprimer, donnez-nous vos retours, histoire qu'on corrige, s'il y a quelque chose à corriger. Puis on a eu des corrections, et du coup, dans le cadre de ces corrections, on nous a dit, mais c'est assez dingue, parce que moi-même, je ne savais pas que ça, c'était ça. Et moi non plus, je ne savais pas que c'était pas OK de dire ça. Et on nous a, c'est revenu beaucoup de fois, moi aussi, je suis en train d'apprendre et je suis là. C'est une très bonne chose, c'est l'objectif. Tout à fait. Alors, ce livre, c'est un lancement, c'est le lancement d'un projet. Oui. Un projet qui va tenter de créer une plateforme, en quelque sorte. Vraiment, en fait, quand on parle, d'ailleurs, je pense que vous avez déjà pris le taxi, vous avez discuté dans un café, on a tous fait ça, et depuis des années, quand on parle de la société, de l'état de la société, les gens, ce qui revient souvent, c'est on a un problème de mentalité, c'est ce qui revient souvent. Et en fait, je me suis posé la question à l'origine, je me suis dit, mais qu'est-ce que la mentalité ? C'est quoi cette fameuse mentalité qui pose tous les problèmes et tous les maux de notre société ? Et en fait, c'est une question d'éducation. C'est que les enfants, délinquants ou pas, ou les enfants qui jettent des trucs, ou bien même les adultes, en fait, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est pas qu'ils... Ok, jeter du papier par terre, c'est pas correct, mais on peut pas juste leur taper sur la main parce qu'ils ont frappé un chat, c'est une question d'éducation. Et nous, on veut revenir à l'essence même. On se dit, dans Dit maman, dit papa, on dit que le gouvernement, le système éducatif, fait de son mieux. Il a les moyens qu'il a, il est là, il fait de son mieux, il fait son travail. Au lieu d'être dans une posture de critique et pourquoi ci et pourquoi ça, on s'est dit avec Dit maman, dit papa, on va aider. Et comment on peut aider ? En fournissant ce petit truc qui pourrait changer la mentalité. On a bon espoir qu'un enfant qui comprend que le consentement, ça se respecte, c'est un enfant qui potentiellement va transmettre ça à ses propres enfants et va l'appliquer dans son environnement. Pareil, on a un livre sur le recyclage, pareil sur les animaux errants. En fait, on se dit, c'est notre espoir d'aider en profondeur notre pays. Et quand on aide les enfants de notre pays, on aide notre pays. Parce que c'est une génération de jeunes enfants qui plus tard seront les adultes de demain, les ministres de demain, les messieurs qui travaillent berbécha de demain. Ça va être toute la future strate de la société, toutes les strates de la société. Et si on leur donne les outils pour qu'ils soient de bons citoyens, qu'ils soient des personnes respectueuses, alors il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et tout ce qu'on va construire au niveau public, au niveau associatif ou entrepreneurial, ne peut être que bon. Voilà. Très bien. Et comment êtes-vous, Rajaa Sebt Al-Amri, arrivé à ce projet ? Est-ce que c'est votre trajectoire professionnelle, votre trajectoire universitaire ou autre ? Alors, il faut savoir qu'à l'âge de 9 ans, j'ai décidé que plus tard, je voudrais travailler pour l'éducation publique en Tunisie. C'était assez précoce. C'était très clair, je voulais travailler dans le cadre d'une réforme et je voulais aider l'éducation dans mon pays. Et du coup, quand j'ai pris cette décision, j'ai fait un trajectoire professionnel, associatif et académique dans cette direction. Donc j'ai fait l'IHEC Carthage, j'avais échoué, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir une vision un peu microéconomique de la société. Puis j'ai fait un bachelor en relations internationales à l'Université de Genève, et ce bachelor m'a permis d'avoir une vision du contexte global dans lequel baigne la Tunisie, pour pouvoir plus tard prendre ça en compte quand je voudrais travailler dans l'État. Et après, j'ai suivi avec un master en politique et management public à l'Université de Lausanne et je me suis spécialisée dans l'innovation dans le secteur public, dans 2 domaines, l'éducation publique et la santé publique. C'est les 2 domaines qui me tiennent à cœur. Et durant tout mon parcours académique, j'ai fait tous mes cas d'études, durant toutes mes études en Suisse, d'ailleurs mes professeurs n'en pouvaient plus de la Tunisie, j'ai fait tous mes cas d'études sur la Tunisie, pour pouvoir moi-même me préparer à revenir en Tunisie, pour pouvoir avoir du recul et utiliser les outils qu'on m'a inculqués en Suisse pour aider mon pays. Et en fait, vu que je me suis spécialisée dans l'éducation, très rapidement, je savais que j'allais continuer dans ça et j'avais déjà une vision, on va dire, scientifique, un peu de terrain parce que j'ai étudié dans une école publique en Tunisie. J'avais une vision de la société, des problématiques en Tunisie en termes d'éducation. Et il y a 3 ans, j'avais eu un petit passage à vide, je m'ennuyais un peu et comme on dit, quand on s'ennuie, c'est un espace pour la créativité. Et il y a 3 ans, je me suis posé une question qui est à l'origine de tout ce projet. La question était la suivante, la Tunisie connaît une transition démocratique, elle connaît des changements énormes en termes de société, c'est normal, mais dans tout ce changement, tout le monde se bat pour essayer de réussir à stabiliser le pays financièrement, économiquement, socialement, mais dans tout ça, qu'est-ce que quelqu'un a pensé aux enfants ?
comment ils vivaient ce changement. Quand ils sortaient dans la rue et qu'ils voyaient de la poubelle dans la rue, qu'il y avait peut-être des animaux errants écrasés, qu'il y avait de la violence entre les personnes, des gros mots, des comportements un peu suspects. Est-ce que quelqu'un s'est arrêté 5 minutes en Tunisie pour se dire « Ah, mais en fait, comment les enfants perçoivent cette société ?» Et puis surtout, quelqu'un répond à leurs questions. Est-ce que quelqu'un répond à leurs questions par rapport à ce changement d'environnement? Et quand je me suis posé la question, je me suis dit, mais j'espère qu'il y a quelqu'un qui fait ça, il y a quelqu'un qui a pensé à ça. Parce que le problème, c'est qu'un enfant, quand il évolue ou il grandit dans un environnement avec certaines caractéristiques, si on ne lui dit pas, voilà, ça c'est les caractéristiques, c'est pas bien, et on essaye de faire mieux, bah, le problème c'est qu'il va reproduire ce comportement. Et on le voit vraiment avec la gestion des déchets. Maintenant, c'est quasi intuitif pour les enfants et pour les adultes d'ailleurs de jeter des choses par terre. Pourtant, ce n'est pas normal. Mais ces personnes-là n'ont pas été éduquées, on leur a pas dit, bah c'est pas normal. Et donc c'est normal qu'ils continuent à le faire pour eux. Et du coup, quand je me suis posé cette question, j'ai fait 2 études de marché. Et les études de marché ont été super claires. Il n'y a pas de projet en Tunisie qui vise à répondre aux questions des enfants pour leur permettre de ne pas reproduire ces comportements. À l'étranger, il n'y a pas grand-chose qui soit adapté pour la Tunisie. Et les parents savent qu'ils ont besoin de ça. C'est-à-dire que les parents sont réveillés. Ceux qui ont des enfants de 4, 5, 6 ans, ils savent qu'il faut communiquer à leurs enfants pour les protéger. Ils ont conscience, mais ils n'ont pas les capacités de communication parce qu'eux-mêmes, leurs parents ne leur ont pas communiqué sur ces sujets parce que ce n'était pas les mêmes, la société était différente. Et du coup, de ça, tout le projet est né et ça s'est enchaîné. Très bien. Pour terminer, Raja Sabta Al-Amri, ce livre dit Maman, dit Papa, qu'est-ce que le consentement? Cette collection sont portés par une quête d'inclusivité. Oui. Là aussi, c'est structurel dans votre démarche. Tout à fait. Alors l'inclusivité, comme je vous ai dit, ça s'incarne dans les formats, langue des signes, braille, etc. Parce qu'on considère que le droit à l'éducation et le droit à la littérature est un droit universel. Tous les Tunisiens, quel que soit là où ils habitent, ou d'où ils viennent, ou quels que soient leurs moyens financiers, ils ont le droit d'accéder à ces informations et à ce guide. Donc il y a cette inclusivité-là. Puis il y avait l'inclusivité financière et territoriale. C'est pas un livre qui a pour vocation de rester à la Marsa et Lac. Alors c'est bien, il faut que ce soit là-bas, mais il faut aussi que ce soit à Tataouine, à Armeda, à Gbelli, à Benzart, dans tout le territoire. Et cette inclusivité régionale est permise par 2 choses. Premièrement, par un réseau de distribution financier, ça veut dire que les livres sont disponibles dans des librairies dans tout le territoire tunisien et plus d'informations, vous pouvez les retrouver sur notre site web. Et puis aussi, on essaye de travailler avec des ministères. Alors, on a des dossiers en attente si quelqu'un nous entend et qui peut nous aider. Mais du coup, on essaye de voir si on peut... on a déposé une demande pour que le livre soit intégré en parascolaire, de 1, et si on peut offrir, même à l'État, à un ministère qui serait intéressé, là on espère la culture, l'éducation de la famille, on aimerait offrir des exemplaires ou qu'ils achètent des exemplaires à prix coûtant pour qu'ils les mettent à disposition dans les bibliothèques municipales et dans les écoles. Donc on veut toucher tous les enfants, on pense qu'après 3 ans de travail, ce qui est revenu vers nous, c'était que c'est un livre essentiel, c'est un ouvrage essentiel, et il faut que tous les enfants y accèdent. Très bien. Et un coup de chapeau à Poplibris. Oui, terminer. Bien sûr. Un coup de chapeau à Poplibris, cette maison d'édition folle qui nous soutient depuis le début, qui soutient un projet innovant, inédit, puis qui parle de sujets assez problématiques, assez tabous. Donc merci à Poplibris, merci à Semi Mqaddam, qui est le responsable à Poplibris, qui s'occupe de notre livre. Ils sont 2. Merci pour tout. Voilà, et une équipe donc que je cite de nouveau en conclusion de notre rendez-vous, un ouvrage intitulé Dis maman, dis papa, qu'est-ce que le consentement, écrit et créé par Raja Sabta Al-Amri, illustré par Malek Jerbi, validé et supervisé par la pédopsychiatre Dr Khadija Bouzraya Bagbag. Belle équipe et puis bel ouvrage qui est à mettre entre toutes les mains. On espère. En français, en anglais, en tunisien, en langue des signes tunisienne, en braille et en livre audio en français, en anglais, en tunisien. Super, bravo, un grand bravo. Merci beaucoup, sincèrement. C'est gentil. Et bonne continuation. Et merci pour votre soutien.